Bonsoir à tous, et ce soir on va parler de Python et de ses dictionnaires, et en particulier comment ils sont implémentés dans l'implémentation de base c'est Python. Donc avant de commencer, un dictionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est une structure de données qui permet de stocker des clés valeurs. Donc, à la différence des listes où on peut, ou des tableaux où les clés sont des entiers, là on peut stocker des clés peu importe comme on veut. Le plus souvent c'est des chaînes de caractères. Donc, si on prend en exemple les promotions et les styles, donc mettons qu'on prenne les clés, le nom de la promotion et la valeur, le nombre d'étudiants. Donc en CPI 1 il y a 180 étudiants, en CPI 2 130, etc., etc. Donc le but c'est de stocker plus ou moins ce qu'on veut, au lieu de stocker avec des indices qui sont des entiers. Donc quand je dis ce qu'on veut, en Python c'est pratiquement ce qu'on veut. Donc on peut stocker des chaînes de caractères, on peut stocker des flottants, on peut stocker des booléens, on peut stocker pratiquement tous les objets qui existent. Ok. Donc une des propriétés cool des dictionnaires de Python, c'est que en moyenne, le temps d'accès à la valeur correspondant à une clé est constant. Et comment avoir un accès constant? L'implémentation derrière, c'est juste des listes. En fait, les dictionnaires, c'est juste des listes qui sont un peu des listes qu'on a pimpées, quoi, en gros. Et donc la question à laquelle il faut répondre, c'est comment passer d'une clé qui est peu importe ce qu'on veut à des indices dans une liste. Donc pour cela, il y a trois grandes règles des dictionnaires Python. La première, c'est un dictionnaire, c'est une liste. Donc quand on définit un nouveau dictionnaire en Python, de base, il y a juste une liste avec 8 éléments, une liste vide avec 8 éléments qui a été créée, et on appelle ça une hash table. La règle numéro 2, c'est que les clés sont hachées pour produire des indices. Donc haché, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un problème de hash. Donc, en gros, Python il a une méthode built-in, qui vient packager, qui s'appelle hash, et chaque classe de base implémente la méthode hash. Et donc le hash, ça va permettre de passer de l'objet auquel on est à un entier, le plus souvent 32 bits. Donc l'hash des entiers en eux-mêmes, c'est eux-mêmes. L'hash des chaînes de caractères, c'est plus ou moins n'importe quoi, ça n'a pas vraiment de sens pour nous. L'hash d'un flottant, ça n'a pas vraiment de sens pour nous. Et l'hash des booléens, c'est 0 ou 1, parce que les booléens en Python, c'est 0 ou 1 en vrai. Et donc, si on met les hash sous forme... si on affiche les bits de chacun des hash, donc on a une suite de 0 et de 1, de 32, 0 et de 1, 32, 0 et 1, pardon. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur les fonctions de hash, c'est que des valeurs similaires, donc là, play et pray, qui se ressemblent à une lettre près, quoi, ont des hash qui peuvent être totalement différents. Mais et une autre propriété, c'est que la même valeur a le même hash. Donc si on hash deux fois play, on retrouve 1, 0, 1, 1, 0, etc. Et c'est sur ce truc-là qu'on va se baser pour passer de clés à des indices. Donc en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dictionnaires de base en Python, ils commencent avec 8 éléments, donc c'est une puissance de 2. Et la taille sera à chaque fois une puissance de 2. Donc l'indice de la clé X dans le dictionnaire, ce sera juste les derniers bits de H de X. Et donc, pour donner un exemple, on va prendre par exemple un dictionnaire qui contient les ports les ports sur lesquels écoutent plusieurs services. Donc par exemple le port FTP, donc si on hash FTP, ça va donner ça. Et si on prend les 3 derniers bits, puisque de base le dictionnaire il fait 8 éléments, donc codé sur 3 bits, ça va nous donner 001, et du coup 001, donc au premier indice, il y aura le hash qui correspond, la clé qui est FTP et la valeur 21. Si on continue un peu, qu'on ajoute le port de SSH qui est 22 et qu'on fait les 3 derniers bits qui nous donnent 101, pareil, on insère un élément dans le tableau à la position numéro 5. Voilà, on continue, on en rajoute quelques-uns, on rajoute www, time, SMTP. Donc pour le moment, 010, donc voilà, le tableau il a 5 éléments là, et on a de la chance, tout le monde va où il faut.
à un seul endroit précis. Et donc voilà à la fin. Et donc il y a des méthodes en Python pour récupérer les clés et les valeurs, d'un dictionnaire. Souvent quand on regarde, il n'y a pas vraiment d'ordre apparent, mais en fait l'ordre dans lequel il nous les renvoie, c'est l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la table en elle-même. Et du coup là on peut voir que ça fait FTP, WW, etc. etc. Et ensuite, troisième règle, si on n'y arrive pas du premier coup, on réessaye. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là on avait un tableau avec 8 éléments, et on avait de la chance, aucun des 3 derniers bits des hash était identique. Mais il peut arriver parfois qu'il y ait deux clés qui aient les 3 derniers bits qui sont identiques. Et donc comment Python a résolu ce problème? Ils ont utilisé ce qu'on appelle l'open addressing. Et donc comment ça marche? Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, donc on remplit un peu, et qu'on a rempli avec SMTP qui est 100, et qu'ensuite on veut rajouter dict, et malheureusement son hash sera aussi 100, donc il va vouloir s'insérer là, et va dire ah ma mince, la place est déjà prise. Et du coup, il y a pour savoir, il va pas s'insérer là, il va s'insérer dans un autre slot qui est libre. Et la façon dont ce slot est déterminé, c'est juste, il y a une fonction récursive, une suite récursive qui est genre un égale quelque chose en fonction de un-1 qui va définir la position, la prochaine position à essayer. Et si c'est pris, on va réessayer encore la suite encore et encore, jusqu'à ce qu'on trouve un emplacement vide. Donc là, pour dict, tout va bien. Premier coup, ça n'a pas marché. Deuxième coup, on atterrit là, c'est vide. Parfait, on va se mettre là. Et donc on peut voir que même si là, 100 ça correspond bien là ça correspond pas, et c'est pour ça qu'il y a une petite icône qui dit que ça correspond pas. Ok, donc maintenant on a inséré des éléments. Les éléments, s'il y a des conflits, ils sont résolus, et ce qui reste à savoir, c'est pouvoir récupérer un élément qui est dans le dictionnaire. Donc à partir de sa clé, récupérer la valeur. Donc comme on vient de le voir, ça arrive d'être plus compliqué qu'on prend le hash, on prend les derniers bits du hash, et puis on regarde à cette valeur-là. Donc en gros, c'est exactement comme pour l'insertion, on regarde, on hash. Si les clés correspondent, c'est bien, on a trouvé l'élément. Si les clés ne correspondent pas, on applique la fonction récursive, on regarde, on compare les hash, si ça correspond, etc. Jusqu'à tomber sur un slot qui est vide, auquel cas on va dire la clé, désolé, je ne l'ai pas trouvée, elle n'est pas dans le dictionnaire. Donc quelques exemples, donc on suppose qu'on a un dictionnaire qui est rempli comme ça de base. Si on veut récupérer le port de SVN, donc on regarde les 3 derniers bits de SVN, on voit que ça fait 000, hop, on va regarder là-dedans, hop, on compare les clés, SVN, c'est parfait, on a trouvé ce qu'on voulait. Donc on renvoie 3690. Ensuite, plus compliqué, mettons qu'on a toujours le même dictionnaire et qu'on cherche le port de IRCD. Donc IRCD, son hash, ça va être 000. Donc on regarde les clés, bon c'est SVN, IRCD, ça ne correspond pas, bon, c'est peut-être autre part. On applique la fonction récursive qui va nous amener sur dict, ça ne correspond toujours pas. On va nous amener sur SMTP, bon ça ne correspond toujours pas, mais c'est toujours pas vide, donc on va continuer. Ça va nous amener sur IRCD. Ah, ça correspond, du coup je renvoie 6667. Très bien. Et ensuite, dernier cas, donc une recherche qui n'aboutit pas. Donc mettons qu'on cherche le port de netstat, et donc si on suppose que les 3 derniers bits, ça va donner 100, donc on va regarder 100, on applique la fonction récursive. Ça va nous amener à 001, c'est toujours pas la bonne, 000, c'est toujours pas la bonne, 101, c'est toujours pas la bonne, et en plus c'est vide. Donc ça veut dire que la clé n'est pas trouvée. Donc dès qu'il y a un slot vide, dès qu'on tombe sur un slot vide, ça veut dire que la clé n'est pas dans le dictionnaire. Ok. Et dernier cas d'utilisation, c'est la suppression de clés. Donc s'il y a des clés dont on ne veut plus se servir, mettons qu'on veut supprimer le port de SMTP du dictionnaire, est-ce que ça va suffire de juste virer l'entrée dans le tableau, donc de virer cette entrée-là et de dire que c'est vide? La réponse c'est non, parce que mettons qu'on veut récupérer le port d'IRCD comme on a fait tout à l'heure,
Donc il avait fait plusieurs sauts, dont un saut vers SNTP, et donc si arrivé à cet endroit-là, on avait eu une case vide, il aurait dit ah tiens c'est pas trouvé, mais pourtant on sait qu'il est là-dedans. Donc comment ce problème il est résolu, c'est que quand on supprime un élément, on le laisse pas vide, on utilise des demi-keys, donc c'est juste il y avait quelque chose là, mais là il n'y a plus rien pour le moment. Donc tu pourras le réutiliser, mais là ça sert à rien. Et donc comment c'est gardé, donc c'est comme ça, et donc quand on va pouvoir la rechercher, ça va sauter. On va tomber sur une case qui n'est pas vide mais qui est juste non utilisée. Donc on va continuer à sauter et puis après on va retomber sur IRCD. Ok. Et autre problème, le redimensionnement. Là il y a 8 éléments. La plupart des dictionnaires ils sont plus grands que 8 éléments. Et donc comment ça marche, c'est à chaque fois qu'un dictionnaire est à 2 tiers pleins, donc pour 8 c'est à partir de 5 éléments, le dictionnaire va se redimensionner. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est toujours avec des puissances de 2, donc s'il y a moins de 50 000 entrées dans le dictionnaire, la taille est quadruple, et s'il y a plus de 50 000 entrées dans le dictionnaire, la taille est double, et à chaque fois que la taille change, c'est comme des vecteurs, on reconstruit le dictionnaire à chaque fois. Donc ça nous prend un temps linéaire à chaque reconstruction du dictionnaire. Voilà. Et pour finir, un petit benchmark des performances. Donc on pourrait se dire avec l'addressing comme ça, à faire des sauts, c'est pas en temps constant, ça dépend à chaque fois. Donc j'ai pris en exemple le dictionnaire de mots qui est disponible sur les systèmes Unix, et une liste d'une démo de la langue anglaise. Et donc on prend les n premiers mots et on les rajoute dans le dictionnaire et on compte combien d'éléments, combien de sauts sont nécessaires avant de trouver la bonne valeur. Et donc là c'est le nombre d'éléments, donc c'est le grand N, et là c'est le nombre de sauts à chaque fois. Donc le pire cas, on voit que le pire cas forcément ça arrive et c'est une quinzaine, 16 cas, mais par contre dans le cas moyen ça dépasse pas 2. Donc en gros il y a au maximum, enfin en moyenne ça fait un seul saut quoi. Donc temps constant moyen quoi, disons. Merci. Vous avez des questions? Oui. C'est implémenté pareil en Python 2, en Python 3? Je sais pas. J'ai regardé que dans le code du SVN de Python et je pense que je sais pas quelle version c'était, mais je pense pas que ça ait changé spécialement. Et j'ai maté pour ces Python, je sais pas comment PyPy le fait, comment d'autres gens le font. Tu resize aussi dans l'autre sens quand tu as viré des gens? Non. Non. Oui, qu'on sait quelle est la valeur avec la clé, mais est-ce que c'est des pointeurs ou c'est un pointeur vers l'objet? Le dictionnaire, c'est pas une copie de la valeur, Non, c'est un PyObject quoi. Okay. PyObject étoile. Enfin, et après, si je me souviens bien, il compare même pas les clés en elles-mêmes, il compare les haches des clés pour aller encore plus vite et plus vite. Et la constante du 2 tiers vide, enfin du 2 tiers plein, c'est juste pour pouvoir avoir des slots vides le plus vite possible quand on saute et que la clé n'est pas trouvée. Donc, en gros, ils ont favorisé la vitesse par rapport à la consommation de mémoire. C'est un choix, ça justifie. D'autres questions? Oui, merci. Va voir nos talks précédents en cliquant sur les petites vignettes. N'hésite pas également à t'abonner et à nous retrouver sur learn.attila.org. À bientôt.